en l'honneur de nos anciens combattants. Pendant ces 2 minutes, pensons à la façon dont on peut tous suivre leur exemple. Peut-être que vous allez faire votre part en restant chez vous pour protéger nos travailleurs de la santé, en faisant un don à une banque alimentaire ou en écrivant une carte postale à un ancien combattant pour le remercier. Chacun d'entre nous peut aider sa communauté, mais peu importe ce que vous décidez de faire, continuez de rester chez vous et gardez 2 mètres de distance les uns des autres. Merci beaucoup. Thank you, Prime Minister. We'll now go to the phone for questions. Just a reminder, 1 question, 1 follow-up. Operator. Thank you. Merci. First question, Kate Bolongaro, Bloomberg. Line open. Hello, Prime Minister. We've heard from Canadian Airlines that the government is studying what is happening elsewhere to help the sector, and they're getting a lot of aid in other countries, and they are direct competitors of the Canadian industry. So I'm wondering, what exactly is your government looking at to help the airline sector beyond the wage subsidy, and why is it taking so long to roll this out? We have in Canada a very strong airline sector, and we need to continue to have a strong airline sector once this is all done. So, of course, we're looking very carefully at how to support industries like that are so important to Canada and to Canadians. But one of the key things that we were able to do right off the bat, which helped massively in the airline sector and elsewhere, was move forward on the CERB and the wage subsidy. Ensuring that Canadians can continue to keep their jobs even as they stay home, that they continue to have that link to their employers is going to allow our economy to come back stronger and the damage done by this COVID-19 pandemic to be minimized. We will have more to say about sectoral supports in the future. But for now, the support that we've given to workers right across the country is making a very real difference. Nous savons qu'on avait une industrie aérienne extrêmement forte et compétitive avant cette pandémie et on va en avoir une après cette pandémie. Mais pendant la pandémie, c'est important d'appuyer les industries et surtout les travailleurs. C'est pour ça qu'on a mis de l'avant la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale pour assurer que les gens puissent rester chez eux, mais quand même avoir l'argent pour l'épicerie, pour leur loyer et aussi de s'assurer que quand l'économie commence à reprendre, ils vont encore avoir des emplois, ils vont encore être liés à leur emploi. On va avoir d'autres choses à dire dans les moments à venir sur comment on va aider de façon plus spécifique différentes industries qui sont durement touchées par cette pandémie, comme l'industrie aérienne. Mais pour l'instant, la subvention salariale et la PCU font un gros travail pour aider les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. A follow-up, Kate? So I have a very quick question regarding the Bank of Canada nomination. You've been committed to more equality and diversity across government positions. Why did your government decide to follow the same model by nominating another English-speaking man to the role instead of a Francophone or a woman? We were fortunate in this country to have many extraordinary people qualified to head up the Bank of Canada, and we made the determination on who would be the best to see us through this difficult time and 7 years into the future as well. And I know that Tiff Macklem will do just that. Nous avions un processus à suivre. On a eu plusieurs candidates qui étaient intéressés au poste et on a fait le choix de la meilleure personne pour nous aider pendant cette période de crise et dans les années de reprise à venir. Et Tiff Macklem sera certainement cette personne. Merci. Prochaine question, moderator. Thank you. Merci. Next question, Laura Osman, the Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. I wanted to ask you about the EU pledge conference this morning. The money pledged by Canada is sort of money that's already been announced. The Bill and Melinda Gates Foundation estimate it'll take about $20 billion in the long term to roll out a vaccine worldwide. So why is it that Canada is not bringing more money to the table? And has Canada been asked to pledge more in the coming days and weeks? The pledging conference this morning was a beginning. It was a recognition that many countries are already stepping up in developing
research and science towards a global vaccine. Canada has made significant investments, as you've highlighted, in our scientists and researchers who are world-class and who are contributing to finding solutions not just for Canadians, but for the entire world. It is really important that the world comes together to collaborate, because even once we find a vaccine, whether it's in Canada or elsewhere around the world, we will share that vaccine in its formula. But production of that vaccine will be extremely important right around the world as well. It cannot just be the wealthiest countries producing that vaccine for its citizens, for their citizens. We need to ensure that there are systems in place so that the billions of people around the world who are vulnerable can get these vaccines as well. That's why this takes a global effort, and that's why Canada is so pleased to be able to contribute through what we're doing here at home and investments overseas as well. And there will be more to come as the world grapples with this pandemic. Okay. Nous savons que, oui, on a parmi les meilleurs scientifiques au Canada qui font de la recherche extraordinaire pour trouver des vaccins, mais il y a des efforts mondiaux qui sont nécessaires aussi. Nous sommes en train de financer de façon historique la recherche ici au Canada pour aider à cette lutte mondiale, mais nous reconnaissons aussi que ça va prendre beaucoup de coordination et de coopération à l'échelle mondiale. C'est pour ça que le Canada était si fier de participer au niveau de 850 millions de dollars avec des investissements surtout chez nous, mais aussi un peu à l'international, pour démontrer qu'on fait partie de cette approche à trouver une solution globale, parce que nous en avons besoin pour tout le monde. Follow-up, Laura? Thank you. And on the emergency financial benefit, will the current benefit programs be adjusted to account for the slow and gradual return of people to work and the fact that they may return to earning too much income to qualify for benefits, but not enough to sort of get back to where they were and make ends meet and pay the bills? Laura, I really look forward to facing that challenge of how we start to scale back the benefits and help people get back to work. We're not there yet. We're very much still trying to make sure that people are getting the support they need, even as the economy is starting to gradually reopen. Our focus is on keeping people safe and ensuring that they have the ability to stay home and pay for groceries and pay their rents and support each other. So yes, obviously a lot of thought is going into the various steps that are going to be needed as we get people out of their homes and back to work. But for now, we're still very much focused on how we help people through this. Thank you. Next question, operator. Thank you. Merci. Prochaine question, Raymond Filion, TVA, à vous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pour poursuivre sur la même veine, il y a le programme de subvention salariale qui est pour 12 semaines jusqu'au 6 juin. C'est dans un mois à peine. Est-ce que vous avez l'intention de prolonger ce programme? Je pense qu'il y a toutes sortes de réflexions qu'il va falloir qu'on ait sur les prochaines étapes à suivre. On sait que éventuellement les gens vont retourner au travail, mais dans quel secteur, dans quelle région et comment on va gérer cette transition entre les appuis qu'on est en train d'envoyer aux gens et un retour au travail vont être des questions extrêmement importantes. Pour l'instant, on est encore concentré sur le besoin d'appuyer et d'aider les gens pendant que l'économie est encore fermée, mais toutes ces questions de rouverture et de retour graduel au travail vont devoir faire l'objet de bien des discussions avec les provinces, avec les secteurs et de réflexion en tant que gouvernement. Monsieur Villeray? Vous avez également affirmé dans une entrevue hier soir qu'avec le recul, votre gouvernement aurait dû faire des choses différemment dans sa gestion de la crise. Pouvez-vous nous dire précisément lesquelles? C'est sûr que dans une crise sans précédent comme ça, on est en train de faire le mieux qu'on pouvait. Est-ce qu'il y aurait eu des choses qu'on aurait pu faire différemment? Certainement. Et je sais qu'après que tout ça sera fini, il y aura des gens qui auront des recommandations. On va demander une vérification. On va regarder comment mieux se préparer pour la prochaine fois, si jamais il y avait une prochaine fois. Mais pour l'instant, moi, ma priorité, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui et demain
pour aider les Canadiens, pour protéger les gens, pour assurer qu'on passe à travers de la bonne façon. Je passe pas beaucoup de temps à regarder dans le rétroviseur. Je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui et dans la semaine à venir. Merci. And we'll take one more question on the phone, please. Operator? Thank you. Merci. Prochaine question, Hélène Buzetti, Le Devoir. À vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. J'aimerais revenir à votre annonce de vendredi sur les armes à feu. Il y avait un petit flou à savoir s'il y aurait une clause grand-père ou pas pour les propriétaires des armes devenues illégales. J'aimerais savoir, vous, quelle est votre préférence? Faudrait-il qu'il y ait une clause grand-père ou pas? Et si vous voulez qu'il y en ait une, c'est quoi l'explication que vous donnez pour laisser ces armes en circulation que vous jugez par ailleurs dangereuses? C'est une très bonne question. D'abord, notre annonce la semaine passée, c'était qu'on empêchait la vente, l'achat et l'utilisation des armes d'assaut de style militaire. Et ça, c'est une grande chose, un grand pas vers plus de contrôle des armes à feu au pays. Et on était très content de pouvoir le faire. On l'avait promis dans les élections et on a pu livrer. Mais il y a des prochaines étapes, comme vous soulignez, pour voir exactement comment ça va fonctionner, comment le programme de rachat va être établi, quelles seront les mesures en place comme des clauses grand-père et s'il y en aurait. On va regarder toutes sortes de différents facteurs. On va parler avec les différents partis. On va regarder aussi ce qui est efficace comme système et ce qui est raisonnable comme système et ce qui va protéger le plus les citoyens. Et tout ça, ça va être des discussions qu'on va avoir au Parlement, qu'on va avoir avec les différents groupes préoccupés par cette situation. Et on va trouver les bonnes réponses pour le Canada. Mais est-ce que je dois comprendre alors, vous avez parlé des partis d'opposition, est-ce que je dois comprendre qu'en situation minoritaire, vous n'êtes pas certain d'obtenir l'appui d'au moins un parti pour rendre le rachat obligatoire ou au contraire, est-ce que c'est une question de coût? Vous craignez qu'il y en a trop en circulation et que ça coûterait trop cher au gouvernement alors qu'on est déjà pas mal endetté? Je pense qu'il y a bien des facteurs à regarder, mais pour moi, c'est pas vraiment une question de coût. La sécurité des Canadiens, c'est une priorité absolue et on va faire ce qui est nécessaire. On est dans un Parlement en situation minoritaire, donc nous devons travailler avec les autres partis. Et je sais que, en particulier, le Bloc québécois et le Parti néo-démocrate ont une perspective qui s'aligne avec la nôtre, de vouloir plus de contrôle des armes à feu. Et je suis confiant qu'on va pouvoir travailler ensemble, collaborer pour établir la bonne marche à suivre. We brought forward important legislation on we brought forward important measures on banning the sale, the purchase, and the use of military-style assault weapons in this country. This is a significant step towards more gun control in this country and a very important one. But there are many other steps to take, and there are many details to be worked out on exactly how the buyback program will work, whether and what sort of grandfathering there might be. These are things that we will be working on as we move forward towards legislation. We will have to work with other parties in the House, not just because we want to establish a strong consensus, but because in a minority parliament, it is necessary to get the support of other parties. And I know that both the Bloc québécois and the NDP are very strong, aligned with us in wanting more and better gun control. And we're going to work together, and I'm sure we're going to be able to get the right balance for Canadians to keep people safe in their communities as we move forward. Bonjour, M. Trudeau. Christian Noël de Radio-Canada. Le budget, c'est habituellement au mois de mars. Là, on est rendu au mois de mai. Avez-vous l'intention d'avoir un budget ou un énoncé économique d'ici le mois de juin? Vous en êtes rendu où dans votre réflexion? Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir un? Tout d'abord, on est dans les moments où on est en train d'investir et d'aider les Canadiens avec des milliards de dollars à cause de cette pandémie. Et à chaque étape, dans mes conférences de presse, dans ce que les ministres disent et présentent à tous les midis, on est en train d'être transparent sur ce qu'on fait, sur ce qu'on voit pour les semaines à venir, sur quoi on continue à travailler. Et on va continuer
d'être ouvert et transparent à chaque étape. Un budget en situation normale, c'est une prévision de ce qui va se passer dans l'année à venir, les mesures qu'on va amener dans l'année à venir. Et on est maintenant dans une période d'incertitude extraordinaire sur ce qui pourrait se passer le mois prochain ou dans 3 mois. On va continuer de chercher à être ouvert et transparent et avec nos mesures et avec nos prévisions et prédictions pour le cours de l'économie. Donc, on va chercher des façons de partager ça, mais on n'est pas arrivé à déterminer encore. On est en réflexion sur la meilleure façon de regarder soit un budget, soit un énoncé économique, soit d'autres façons de partager un peu plus avec les Canadiens ce qu'on voit pour les mois à venir. We have been extremely transparent with Canadians about the investments we're making in this unprecedented times, whether it's the billions of dollars in support for Canadian families across the country or measures that we're moving forward with to support small businesses. We have been announcing just about every single day, me here or ministers, what we're doing and sharing it with Canadians. A budget typically is an expression of what people can expect in the coming year, both in terms of how the economy is going to unfold, what sort of measures are going to be brought in. And in normal times, it's usually pretty accurate. Right now, we're in a situation where there is a tremendous degree of uncertainty as to what the economy could look like 6 months from now, what the economy could look like 3 months from now, what's going to happen in the coming weeks. So while we are continuing to be open and transparent, the reflections on at what point we might be able to present a budget or even just an economic update is ongoing. We will continue to keep everyone apprised of what we're doing and what we see coming, and we'll continue to look for ways to share with Canadians. Ce que j'en comprends, c'est que dans votre esprit, on est encore en mode réactif et non pas en mode planification. Corrigez-moi si je me trompe. Et est-ce qu'un énoncé économique, à tout le moins, d'ici le mois de juin, c'est complètement exclu pour le moment? Non, je n'exclus absolument rien. Je pense que c'est important de pouvoir donner confiance aux Canadiens qu'on a un plan pour réagir, pour répondre à ce défi. Effectivement, depuis le début, on est un peu en train de réagir à la situation dans laquelle on se trouve, qui est sans précédent. Mais en même temps, on est en train de regarder pour prévoir la relance économique, la reprise économique, comment on va pouvoir positionner le Canada pour en sortir de la meilleure façon. Les investissements qu'on a faits pour appuyer les petites entreprises, pour aider les travailleurs, pour assurer que les gens gardent leur lien avec leur emploi, même s'ils restent à la maison, sont tous des éléments qui ne sont pas juste une réaction, mais aussi une préparation pour une reprise qui pourrait être très bonne pour les Canadiens. Mais cette réflexion et ce travail continue et on va toujours regarder comment assurer la confiance des Canadiens et l'information dont les Canadiens ont besoin. Kevin Gallagher with CTV National News. Prime Minister, I just want to go back to the question about potential financial aid for the airline sector. Air Canada posted a first quarter $1 billion loss, or in excess of $1 billion. I just want you to clarify in your answer. It seemed that are bailouts for affected industries that have been especially hard hit during this pandemic off the table? Is there any possibility outside of the programs you've already announced? We moved forward very quickly on supports for workers through the Canada Emergency Response Benefit and through the Canada Emergency Wage Subsidy, which is being taken up by companies large and small across the country, including airlines who see this as a real way of making sure that when life starts to return to normal, they are able to get their employees back to work very quickly. This was the emergency priority that we had as a government to ensure that Canadians from coast to coast to coast would be okay to be able to stay at home, to be able to buy their groceries and support their families and pay their rents and do the things that would allow us to stay safe.
But we recognize that companies, large and small, in various sectors across this country, are particularly hard hit by COVID-19. I think of the airline industry, I think of the tourism sector, I think of the energy sector, and other significant sectors that will require more support on that. We will be looking at sectoral supports. We will be making announcements on that in the coming days or week. It is something we have to get right, but we will be looking at measures to ensure that some of our most important sectors for the Canadian economy continue to stay strong through this pandemic and mostly beyond it. There's a great deal of concern from employees at the Cargill meat processing plant in High River, Alberta, that are going back to work now after the plant was shut down because of the death and multiple cases there for COVID-19. You said last week that your top priority is ensuring worker safety. These workers don't feel safe. What more can the federal government do in terms of inspecting food processing plants to ensure the utmost safety during this time? We're working with provinces across the country to ensure that the supply chain for agriculture continues. And that worker safety is upheld. Though that is a provincial area of responsibility, but the federal government has a role to play as well, particularly around ensuring that there are adequate safeguards and PPEs in place. One will remember that the CFIB, Canadian Food Inspectors, are designed to inspect the food for safety, are ensuring that the way meat is handled, the way vegetables are processed is not putting Canadian safety at risk. The responsibility for the protection of the workers in that place is not the primary, or hasn't been the primary responsibility of the CFIB. That is much more for provincial labour codes. But we will, of course, be there to support the provinces in its work to ensure both the continued flow of supply chains for our food, but also the protection of workers who could be vulnerable right across the country. Okay. Le Canada est un pays qui s'occupe et se préoccupe de la santé et de la sécurité des citoyens. Le gouvernement fédéral a la responsabilité d'assurer que la nourriture qui est traitée et préparée pour la consommation canadienne et sécuritaire et salubre, et c'est le travail de l'agence fédérale qui est responsable de cela. C'est pas directement la responsabilité de l'agence fédérale de s'occuper de la santé des travailleurs. Ça tombe un peu plus sous juridiction provinciale. Mais bien sûr, le gouvernement fédéral sera là pour aider, pour accompagner, pour participer dans la mesure du possible à la protection des travailleurs dans notre industrie de l'alimentation. Nous allons être là pour travailler avec la province pour protéger nos chaînes d'approvisionnement et la sécurité des travailleurs. Brian Mullen, Global News. Prime Minister, a question about the Policing the Pandemic report, which shows $5.8 million in fines have been levied against Canadians for COVID-19 enforcement. How do you reconcile the support the federal government is providing to Canadians with the fact that other levels of government are handing out substantial amounts of fines? I think it's extremely important that Canadians continue to behave as we have largely in social distancing, in staying home, in keeping ourselves, our loved ones, our families, our extended families, our seniors, our healthcare workers, and our essential workers safe from rapid spread of COVID-19. The federal supports that we've given to workers, to families, to students, to people right across the country have been so that people can stay home, so that they can engage in social distancing, so they do prevent
further spread of COVID-19. And we are seeing over the past weeks that the curve is flattening, and we are on a positive trajectory. We are not out of the woods, however, and it requires us to continue to remain attentive and vigilant in following the instructions set out by our public health officials. And that's why different jurisdictions have different, more specific rules suitable for their own jurisdictions, and that is also why they have taken it upon themselves as a responsibility to ensure that those rules be followed for the protection of all Canadians. On sending your kids back to school, what specific protections would you want to see in place so that kids and teachers are safe? I think obviously that's an area of provincial jurisdiction that I won't weigh in as Prime Minister, but as a parent I can certainly say that looking at what sort of social distancing measures will be in place, what are the kids going to do at recess, what are the kids going to do at lunch, how many kids are going to be in a classroom, how my kids are going to be kept safe, are things that all parents are thinking about, and all parents will want to see that the school system, the province, the teachers are grappling with before we move forward in the next steps. And I know that there are an awful lot of people at all those different levels working on that right now. Good morning, Prime Minister. Olivia Stefanovich, CBC News. How do you feel about countries that aren't contributing to this global pledge but have in the past, and how the means to do so again? I think this is a moment for people to come together and recognize that we all have ways of contributing to solving this problem. I think if it is a global pandemic, and what happens outside our borders, no matter how well we handle what's going on inside our borders, will have an impact on us directly with potential further spread of COVID-19, or indirectly with disrupted supply chains and a weakened global economy upon which we all depend. I think we need to look at doing our part. Certainly Canada has a long and storied tradition of stepping up as we mark the 75th anniversary of Canadians liberating the Netherlands tomorrow. We know that Canadians have always stepped up and will continue to step up because we recognize that our role within the world does matter. And I would encourage all countries to see that the only way we're going to get through this is if we get through this together. On another matter, in Canada, women have been hit harder than men by COVID-19. And when you look at many sectors that employ women, such as the service industry, they are suffering right now. So I'm wondering, how can your government ensure women aren't set back by this virus? I think a number of people have talked about the fact that this is a economic crisis that has hit our most vulnerable and most marginalized peoples the most. And women have been extremely hard hit in the service sector, in the home care sector, as well as a number of marginal and more challenged communities, whether it be new Canadians or whether it be young people. We need to make sure, and that's why as a government we've moved forward on protecting vulnerable people with the Canada Emergency Response Benefit, with extra help for charitable organizations and networks that are there to work for each other. One of the things that has been a real preoccupation for this government is when we tell people to stay home, to stay safe, and their home isn't safe, what do? The impact of domestic violence at a time of tremendous stress and anxiety for all of us in society that can exacerbate situations of domestic violence is something that we are deeply preoccupied with as a country and as a government. That's why we've made investments in shelters and in networks to support women fleeing domestic violence, and we will continue to recognize that this pandemic isn't hitting everyone equally, that the most vulnerable, as they so often are, more vulnerable, and that is why we have to do everything we can to support the people who need our help, including and especially women through this. Nous reconnaissons qu'une pandémie comme ça, une situation, une crise, ne frappe pas tout le monde de part égale.
Les femmes sont extrêmement vulnérables à cause des emplois que souvent ont été les premiers emplois à disparaître, à cause de la vulnérabilité à des situations de violence domestique. On sait qu'il y a beaucoup plus de tensions et de stress dans les ménages à travers le pays à cause de la COVID-19. Et qu'est-ce que quelqu'un fait quand on leur dit de rester chez eux pour être en sécurité, mais la maison n'est pas un endroit sécuritaire? La réalité de la violence domestique frappe très fort ces jours-ci. Et c'est pour ça que le gouvernement est en train de faire des investissements dans des refuges, dans des réseaux pour aider les femmes et des enfants en difficulté. Nous allons continuer de lutter contre la violence basée sur le genre. C'est une priorité pour nous, c'est une priorité pour tous les Canadiens. Et nous allons continuer de faire tout ce qu'on peut. Merci.